Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 219, une interview que nous allons placer sous le signe du harcèlement scolaire. Alors pour en parler, nous avons invité Priscilla de Bocher. Alors Priscilla est coach, consultante en parentalité et vous allez le découvrir. En plus d'être une businesswoman, elle a accompagné son fils sur le lent chemin de la réparation après une période de harcèlement. Bienvenue Priscilla et bonjour. Bonjour Raphaël, et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Ouais, écoute, moi aussi très heureuse de t'accueillir derrière le micro de Bulle de Bonheur. Alors Priscilla, tu es diplômée d'un master marketing vente. Tu as occupé des postes commerciaux pendant près de 20 ans, dans la formation professionnelle, puis comme ingénieur d'affaires dans la vente de logiciels ressources humaines auprès de grands groupes internationaux. Et tu as toujours eu du mal à concilier ta carrière et ta vie de famille. Ton métier était extrêmement prenant, tu avais de grosses responsabilités et du coup, de temps en temps, c'était un petit peu compliqué pour tout gérer. Et le confinement était un déclic. Tu as eu envie de travailler sur la parentalité et aujourd'hui, tu en as fait ton métier. Tu as à cœur de transmettre ce qui a fonctionné pour toi et pour les parents que tu as déjà accompagnés. Tu as un site pdb-coaching.com et priscilladb_coach_parental pour ton compte Instagram. Mais de toutes les manières, on cross-postera la publication du podcast. Donc, tous nos auditeurs, tous ceux qui iront sur Insta, vous aurez accès aux deux comptes. Donc, ton objectif, c'est de mettre la joie au centre de la vie de famille grâce aux compétences psychosociales, aux apports en neurosciences et à la psychologie positive. Et c'est là que nos chemins se sont croisés. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je suis allée quand même chercher quelques chiffres pour venir étayer notre propos à propos sur le harcèlement. Et il y a un des résultats de l'enquête nationale de climat scolaire et de victimisation pour l'année scolaire 21-22. Alors, ce sont des chiffres français, mais je pense que ces chiffres sont sensiblement les mêmes partout dans le monde. Alors, question harcèlement. 12% des élèves du primaire et 11% pour l'école secondaire se disent victimes et 28% se sentent victimes de cyberviolence. Ces chiffres sont juste énormes. Donc, j'ai eu très envie de t'interviewer pour que justement que tu viennes nous donner un petit peu ton éclairage sur le harcèlement scolaire et notamment en commençant par nous raconter qu'est-ce qui est arrivé à ton fils et toi, comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Raconte-nous un petit peu cette histoire. Alors c'est vrai que ça a été très compliqué parce que le temps que j'ai mis, à me rendre compte que c'était du harcèlement, à poser ce mot en fait de harcèlement, ça a pris beaucoup, oui, beaucoup de mois, je dirais même, plusieurs années. Il a fallu arriver vraiment à un stade ultime, de mal-être de mon enfant pour que je puisse poser ce mot-là, parce que lui-même n'en était pas conscient. Et c'était forcément lié, en fait, à sa nature. Il a des particularités. Alors, j'ai pas envie de lui mettre d'étiquette, donc j'ai jamais fait de test. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un enfant qui a jamais beaucoup exprimé, qui est plutôt introverti, qui a jamais eu l'air, de s'éclater ou d'avoir énormément de copains. Donc effectivement, j'avais pas forcément vu les signes, annonciateurs d'un mal-être profond. On va dire que ce qui a été le point de départ, c'est une séance, en fait, chez le psychologue parce qu'il a perdu son grand-père de manière assez tragique. Et la psychologue m'a dit: «Écoutez madame, il faut que je vous parle», en aparté. Et elle m'a dit que Com n'allait absolument pas bien, qu'il avait un énorme mal-être à l'école. Et là, je suis tombée des nues. La première chose qui m'est venue, c'est: pourquoi moi, en tant que parent, je n'ai pas vu ça? C'était une forme de culpabilité immense qui est arrivée à ce moment-là, parce que je me suis dit: «Comment ça se fait que cette personne, qui a vu mon fils une fois, en sache plus que moi, étant parent?» Donc là, ça a été un moment assez dur, c'était il y a 8 ans. Parce que forcément, on est passé à côté de quelque chose. Forcément, alors comme, effectivement tu l'as très justement dit, j'avais énormément de mal à concilier les 2, ma vie perso et ma vie professionnelle. Et je pense réellement que, ce qui m'a manqué, c'est une totale disponibilité dans le j'étais présente parce que c'est moi qui m'en occupais le soir, le matin. Par contre, je n'étais pas à l'écoute réelle. C'était, tu vois, comme une forme de mécanisme. En fait, j'agissais de manière mécanique avec eux et pas de cœur à cœur. Mécanique dans le sens où tu pensais à ce qu'il fallait que tu fasses, tu te rappelais ce que tu Exactement. n'avais pas fait et Oui, finalement tu ouais, étais pas dans l'instant présent avec ton enfant quelque part. exactement, tout à fait, ouais. D'accord. Du coup, en fait, dans cet automatisme, en fait, tu gérais tes enfants comme on gérerait, comme un robot quelque part. Eh bien complètement, oui, oui, je D'accord, c'est l'avais, ton travail. totalement.
C'est exactement ça. Oui, oui, c'est exactement ça. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé donc chez le psychologue, il m'a fallu un petit temps pour accepter, bah, que déjà que je n'étais pas parfaite, alors que je suis toujours dans cette injonction de perfection, donc que je n'étais pas parfaite, que, en fait, finalement, qu'est-ce qui était le plus important pour son enfant? Alors là, je te le donne avec beaucoup de recul, hein. Il m'a fallu quand même du temps avant de poser ces mots-là. Mais finalement, le plus important pour un enfant, est-ce que c'est le temps, enfin, le fait de lui donner à manger, bien évidemment, le fait de lui apporter le sommeil dont il a besoin, bien évidemment. Mais ce qu'il a surtout besoin, l'enfant, c'est le besoin physiologique de base, c'est un contact physique et affectueux. Donc on va pas parler de la théorie de l'attachement, mais en tout cas, la théorie de l'attachement l'explique extrêmement bien, de Mmh. John Bowlby. Absolument. Et c'est finalement être, présent, disponible, à l'écoute, mais sans forcément parler. Donc ça, je le développe beaucoup dans mes ateliers. Cette écoute empathique, cette écoute sans juger, cette écoute sans interrompre. Et ça, effectivement, ça a été, un déclic pour moi. Je pense que ça a été le début d'un cheminement vers, autre chose dans ma parentalité. Alors, j'imagine que après ça, je trouve que ça serait hyper intéressant pour nos auditeurs que, avec un peu de recul, comme tu disais, ça fait 8 ans, heu, il y avait certainement des petits signes un peu annonciateurs ou des red flags, des drapeaux, qui auraient pu s'allumer peut-être un poil plus tôt ou que tu aurais pu voir. En général, c'est toujours quand les choses arrivent qu'on se dit: «Mais en fait, mais évidemment, il y avait tout ça». Ces petits signes que tu as entre guillemets, à ce moment-là, pas peut-être pas su voir. Enfin, je dis ça évidemment avec beaucoup de bienveillance parce qu'en tant que Oui. parents, on fait tous le maximum de ce qu'on est capable de faire. Donc c'est loin de là une histoire de culpabilité parce qu'on est tous Mmh. dans cette même, vision des choses où on donne le maximum et on rate des choses évidemment et on s'en rend compte plus tard finalement, en fait. Alors, je n'ai pas su voir, je pourrais même pas dire ça. Je n'ai pas pu voir et je pense que c'est important de le préciser. Parce que quand on développe des mécanismes, qu'on reproduit en fait des mécanismes ou que, on est dans dans l'ensemble de ces injonctions sociétales, parentales, notre vécu, notre éducation, on ne peut tout simplement pas faire autrement. Et je le dis vraiment à tous les parents parce que le cheminement que j'ai fait, je n'aurais pas pu avoir c'est vraiment non, non, je ne, hem, c'est pas que je n'ai pas su les voir, c'est que je n'étais pas câblée, en fait, mon cerveau, mes émotions n'étaient pas connectées. Déjà, je ne laissais transparaître aucune émotion. Donc forcément, je peux pas être à l'écoute de l'émotion de mon enfant si moi-même je n'écoute pas mes propres émotions. Vraiment, je le dis, c'est effectivement un robot. J'étais un espèce de robot où je faisais ce qu'il y avait à faire, mais pas de connexion, en fait, en lien avec mon enfant. Donc je n'ai pas pu voir ces signes-là. Maintenant, avec du recul et maintenant que j'ai pu m'informer, me former et m'informer, sur le fonctionnement du développement, le fonctionnement de l'enfant, le développement de l'enfant, le fonctionnement du cerveau, je suis en mesure de dire que ce que j'aurais pu voir, c'est effectivement un repli sur soi extrême. Même si mon enfant a des particularités, c'est quand même pas normal qu'il ne parle pas. À ce point, c'est pas normal qu'il soit dans cet état dépressif, j'aime pas ce terme-là, mais cet état de tristesse, voilà. Cet état de tristesse assez régulier, voire parfois permanent. Et voilà, pas de joie, pas de sourire. Alors effectivement, mon fils, comme je disais, il a des particularités et vraiment on sourit, au bout de 1 mois et mon fils n'a pas souri, en fait, à 1 mois. Il a souri très, 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 très tard. Il a parlé très tard et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs de sa classe. Donc je préfère tout de suite dire, il y a pas de retard intellectuel. Voilà, je préfère préciser ça. Ce qu'on peut identifier, c'est un changement de comportement ça va être, une perte d'appétit, ça va être un problème de sommeil. C'est vrai que moi, il avait beaucoup de difficultés de sommeil, phases de somnambulisme assez importants. Oui, donc la tristesse, j'en ai parlé, des troubles de l'humeur, un renfermement et puis le fait qu'il ait pas de copains, stables. Non, je vais rajouter quelque chose. Il y avait pas l'envie de jouer. C'est fondamental pour un enfant, ça fait partie des besoins vitaux d'un enfant de Bien jouer. sûr. Mmh. Absolument, absolument. J'ai envie de te poser une question, à toi. Tu nous partageais tout à l'heure que, tu étais quelqu'un qui était un peu dans l'injonction de la perfection, du coup avec, ce souhait de réussir et de faire tout bien. Est-ce que le fait de t'être reconnecté à tes émotions, ça t'a fait faire un petit pas vers le lâcher prise? Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est comprendre d'où viennent nos réactions disproportionnées ou nos mécanismes de défense ou notre robotisation, dans notre quotidien. C'est comprendre tout ça qui m'a permis tout simplement de poser des mots sur mes comportements et du coup lâcher prise sans aucune culpabilité. J'ai toujours en fait cette injonction de perfection en moi.
Là, donc, je suis effectivement entrepreneur depuis moins d'un an. Et effectivement, je travaille plus de 10 heures par jour et je suis toujours autant engagée, mais différemment. Mais Je suis différemment. engagée, mais pas au détriment de mes enfants, pas au détriment de ma famille. D'accord. Donc, en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, on a une nature et cette nature-là, on ne la bouge pas tant que ça. Mais par Oui, contre, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver un équilibre, en fait, pour que ça ne soit pas nuisible à son environnement comme à soi-même, d'ailleurs. c'est exactement ça. Ouais, ouais. Je trouve que ton partage est très intéressant parce que être beaucoup dans le contrôle aussi, c'est une manière pour se sécuriser parce qu'on a de Complètement. l'inquiétude et du coup, on cherche à se sécuriser un petit peu en contrôlant un peu tout ce qu'il y a autour de soi et que finalement, au bout d'un moment, c'est pas forcément la meilleure des stratégies pour les enfants qui, quelque part, ont besoin d'autonomie. Ouais. Il y a quelque chose aussi avec le recul que j'ai identifié, que je n'aurais donc pas pu, à l'époque, c'est que la relation que j'ai avec mon fils aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la relation que j'avais avant. Et qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il me parle. Il me parle dans le sens, il y a un souci, il m'en parle. Il a vécu une journée difficile, il m'en parle, ce qui n'était pas du tout envisageable il y a 8 ans. Par contre, quand j'ai pris à cœur, en fait, ce sujet-là, donc après que la psychologue m'en ait parlé, donc j'en ai parlé avec mon fils, je suis intervenue auprès de la directrice qui était absolument extraordinaire. Il m'a dit: «Merci» et alors là, j'ai fondu en larmes parce qu'en fait, j'ai compris qu'il attendait ça depuis longtemps, Ah, ok. mais il n'avait pas réussi à le verbaliser. C'est hyper touchant, hein. Merci de ton témoignage parce que je pense qu'il parlera à beaucoup de mamans et puis certainement, ça aidera certaines d'entre elles à mieux saisir, à mieux comprendre et puis j'aime quand tu nous partages le fait de t'avoir ces relations de qualité avec ton enfant, c'est tellement important parce Mmh, que si on arrive à les instaurer le jour où l'enfant a un souci, il a cette capacité à venir parler à son parent parce qu'il sait qu'il sera écouté, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il ne sera pas jugé. Et du coup, ça sont des mmh, choses qui sont véritablement hyper importantes. C'est dans cette idée-là que j'écris le jeu 2 minutes de bonheur en famille. Justement, c'est pour exactement. favoriser ces échanges-là. Priscilla, par rapport à ce que tu amenais dans ce dont on parlait autour du harcèlement, je voulais savoir que selon toi, quelles sont ces compétences qui sont à développer pour prévenir justement ce harcèlement? Donc toujours du point de vue des parents, parce qu'effectivement, il y a aussi les professionnels, on pourra peut-être en parler. Pour les parents, j'en ai un tout petit peu parlé, mais vraiment, ça a l'air vraiment banal et pourtant c'est tellement difficile, c'est l'écoute. Et Mmh. l'écoute, ça s'apprend. Et j'ai appris lors de ma formation ce que c'était la réelle écoute. Et une vraie écoute, c'est une écoute où on n'a pas d'attente derrière. C'est une écoute où on ne juge pas. C'est une écoute où on n'interrompt pas. Il y a Thomas Dansembourg, que tu connais peut-être, hein, qui Bien a sûr. été un avocat dans une ancienne vie et qui maintenant s'est reconverti en tant que psychologue. Il donne beaucoup de conférences. Il a dit cette phrase qui m'a vraiment marquée, c'est: «Nous ne savons pas que nous ne savons pas écouter». Mmh. Et c'est tellement vrai, parce que personne n'est conscient de ça. Et moi, vraiment, je me suis dit: «Non mais super, si ma formation, il y a 2 mois sur l'écoute, je vais clairement m'ennuyer parce que j'ai fait ça quand même toute ma vie et tout dans mon passé de commercial». Bah non, j'ai été bluffée et j'ai commencé à savoir écouter à ce moment-là. Et maintenant, pour vous te donner, une anecdote, mon fils, donc toujours le même, j'en ai 2 mais je parle de celui-ci, aujourd'hui. Quand parfois il a quelque chose à me raconter qui est un petit peu lourd, parce que je ne sais pas écouter tout le temps, je suis encore en chemin et j'apprends encore, hein, c'est très difficile. Des fois, le soir, quand je le couche, il me dit: «Maman, j'ai besoin que tu m'écoutes, mais en écoute silencieuse», parce que j'ai appelé ça l'écoute silencieuse. Et il me le dit, mais c'est précieux parce que je me mets en posture. Et à Donc c'est côté de ça, précieux. je trouve qu'on n'est pas en mesure d'écouter tout le temps. Ça, clairement, parce que, on a d'autres choses en tête, parce que maintenant, ce que je trouve intéressant dans ces cas-là avec les enfants, d'ailleurs comme dans un monde professionnel, hein, c'est pareil, c'est de postposer, de déplacer en fait ce moment-là. J'ai entendu, j'ai compris que tu avais besoin qu'on se parle. Il y a pas de problème, je serai disponible pour toi, mais là, je ne le peux pas. Mais par contre, on se donne rendez-vous demain matin, dans 1 heure, dans une demi-heure, laisse-moi le temps de terminer ce que je suis en train de faire. Et ça, je trouve que c'est très, ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier dans la foulée, hein, parce que ça marche pas. L'enfant a avant tout besoin que on soit juste avec lui, que quand on fasse les choses qu'on dit, en fin de compte. Mmh. Et il y a une deuxième chose aussi qui me fait rebondir aussi sur ce que tu disais, c'est que l'écoute silencieuse. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit on a 2 oreilles et une bouche, c'est pas pour rien.
Ouais. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais parce que c'est fondamental ce que tu viens d'évoquer. Il y a effectivement cette première compétence qui est l'écoute empathique, l'écoute silencieuse, selon comment on l'appelle. Le deuxième point fondamental, ou pour moi c'est une compétence psychosociale, c'est être à l'écoute de ses besoins. Ouais. Et en fait, c'est évidemment ce que tu évoques. C'est qu'on n'est pas en capacité d'écouter, on n'a pas la disponibilité mentale pour écouter, donc on reste humain. Par contre, nous, on est adultes et on s'occupe d'enfants qui n'ont pas cette maturité du cerveau, puisque le cerveau est mature à 25 ans. Alors, on a la capacité effectivement de patienter à l'âge de l'adolescence. Oui, on peut patienter. Par contre, un enfant, jusqu'à 6 ans, il n'a pas cette capacité, cette maturité du cerveau pour patienter. Donc il faut au mieux, on fait bien sûr en fonction de nos capacités, pouvoir répondre à son besoin le plus rapidement possible. Parce que le fait, si on ne répond pas à ce besoin, la conséquence de ça, c'est que ça va générer chez lui un mal-être. Donc on dysfonctionne, hein, réellement, notre corps dysfonctionne. Donc ce sont les neurosciences qui nous ont montré ça. Et du coup, ça va engendrer un comportement disproportionné. Et la plupart des parents que je rencontre et qui me consultent me font cette réflexion en disant, mais je n'en peux plus de ces crises de colère. Et en décortiquant, en fait, on se rend compte qu'ils sont dans ce faire le tunnel du soir, tu vois, le fameux tunnel du soir. Il faut faire la douche, il faut faire le repas. Mais à aucun moment, ils se posent juste 5 minutes quand ils rentrent du travail. Ce que je n'ai pas fait, hein, donc ce que je n'ai pas, pas ce que je fais maintenant, mais ce que j'ai pas fait pendant des années. Mais ils se posent et ils prennent le temps, juste 5 minutes, de se poser et de prendre la température. Et ça peut être, voilà, une petite astuce, ça peut être, bonjour tout le monde, enfin bonjour les enfants, je suis content de vous revoir. On peut se mettre en condition parce que c'est pas forcément une joie à chaque instant de revoir ses enfants, faut aussi l'assumer et l'accepter. Donc se mettre en condition, puis dire, alors c'était comment pour vous aujourd'hui? Moi j'ai des enfants qui ne parlaient pas, on faisait la météo. C'est comme ça ou comme ça? Oui, Attends, je reprends juste pour les auditeurs. Donc, le pouce, c'est le pouce en l'air, ça va. Après ça, de moitié, donc mis de manière horizontale, moyen, moyen, et en ouais, bas, ça va pas du tout. voilà. Et juste le fait de faire ça avec des enfants, on va dire à partir de, allez, 3 ans, je pense Oui. que c'est possible. Et moi, je le fais encore à 14 ans, quand c'est compliqué pour parler. Juste ça nous permet, nous, en tant que parents, de prendre la température. Est-ce que la soirée va être difficile? Mmh. Et du coup, on se met en condition parce que nous, on a cette faculté de le faire que n'a pas un enfant. Et Le si le pouce pouce est en bas ou si le pouce est au milieu, se mettre en pleine disposition de se dire, il peut y avoir des comportements, ce qu'on appelle nous des comportements inadaptés en tant que parents. Donc des crises, des pleurs, des chamailleries en fratrie. C'est sûr que ça va se passer parce que ça va être leur moyen d'exprimer leur mal-être. Mmh. Donc, tu me posais la question effectivement tout à l'heure de comment repérer. Ça peut être aussi la manière de repérer le soir quand il y a ces comportements, ce que nous on appelle en tant que parents inadaptés. Programme phare, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors le programme phare a été, à l'initiative donc du ministère de l'Éducation, et il est dispensé à la fois dans les écoles primaires, dans les collèges et dans certains lycées. Le programme phare a le mérite d'exister, donc c'est pour ça que je suis vraiment contente que les choses bougent parce qu'effectivement déjà on a mis un mot sur ces situations de mal-être. Pour moi à l'époque, pour mon fils, ce n'était pas du harcèlement, c'était un sentiment de mal-être. Mais le programme phare, doit être complété parce que il ne voit que l'aspect sanction. Il y a, un fautif, toujours dans l'affaire, et il y a un responsable. Et on va punir le responsable et on va victimiser le fautif. Et en fait, il faut changer aussi ce paradigme-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et mon fils, c'est ce que j'ai également pu, vivre avec lui, c'est que au départ, il était très content que je m'empare du sujet parce que son appel à l'aide était enfin écouté. Par contre, très rapidement, il n'a plus parlé. Très rapidement, il me racontait plus. Et pourquoi? Parce que une victime, on va dire de harcèlement, on va l'appeler comme ça, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, celui qui subit en fait, des attaques physiques ou verbales, pour mon fils, c'était les 2, il a cette peur intrinsèque d'aggraver la situation. Donc forcément, s'il parle à un adulte, donc d'abord quand il en peut plus, donc mon fils était à un état, donc il parlait de suicide, hein, quand même. Il était dans un état tel qu'il avait besoin d'être entendu, ce qui a été fait. Par contre, l'étape d'après, il était suffisamment en confiance pour me parler, mais il ne me racontait plus le quotidien parce qu'il ne voulait plus qu'un adulte intervienne. Et en fait, vraiment, ça c'est important à savoir parce que le programme phare va mettre en médiation en fait le harceleur et l'équipe pédagogique pour qu'il s'engage à changer son comportement. Il va victimiser encore plus celui qui a subi le harcèlement, mais il ne va absolument pas aider la victime
à prendre confiance en elle et à se défendre. Et pour moi, c'est ça le cœur du problème. Ce n'est pas sanctionner le harceleur, parce qu'il faut pas oublier qu'un harceleur, on va l'appeler comme ça encore une fois, mais un harceleur, il souffre autant qu'une Ouais. victime. Il a juste une manière différente de l'exprimer. Ça va s'exprimer par l'agressivité, la violence. Dans sa personnalité intrinsèque, il va juste avoir en tête que ça ne peut se résoudre que par le conflit. Alors qu'une victime fuit le conflit. Il faut donner à la victime les moyens de se défendre par lui-même. Et c'est ce travail-là que j'ai mené avec mon fils pendant plus de 5 ans. C'est ne pas faire à sa place. Ne pas faire à sa place. Mais c'est vraiment ce que j'ai le plus appris. C'est lui donner les clés pour faire lui, pour se défendre lui. Mmh. Mais alors du coup, parlons de parce que comme on disait, il y a quelque chose à détricoter dans cette en fait, cette relation, toxique parce que je pense que, Oui, c'est une relation toxique. Tu disais et je trouve avec beaucoup de justesse que le harcelé et le harceleur sont tous les 2 dans des situations complexes et compliquées, que le harcelé donc prend la position de victime, que le harceleur, lui, ne sait pas faire autrement dans la relation que de s'exprimer justement avec cette violence et en écrasant ceux qui sont autour de lui. Mais est-ce que tu ne crois pas que dans ce cas-là, et harceleur et harcelé sont 2 personnes, alors là on parle d'enfants, mais ça peut être la même chose à l'âge adulte, hein, aussi, sont 2 personnes qui manquent profondément de confiance en eux-mêmes? c'est une forme de confiance, pour le harceleur, c'est une forme de confiance. Il a beaucoup ce sentiment d'injustice, en tout cas, qui est très, très présent. Un sentiment d'injustice, un besoin d'exister, un besoin d'être respecté. Je l'exprimerai plutôt comme ça. Voilà, ce sont des sentiments, la colère prédomine. Alors que le harcelé, la victime, ça va être la tristesse qui prédomine. Ça va être un sentiment de vulnérabilité, Mmh. de peur. Donc en fait, Mmh. on n'est pas au même plan. On n'est pas au même plan. Lui, en fait, il va être très sensible en fait au jugement qui est le jugement qui est porté sur lui. Donc ça va être tout ce qui relève de la dévalorisation, du rejet. Alors que pour, le harceleur, ça va être l'accusation ou l'attaque. Tu vois? Donc ça se situe en fait à des plans différents. C'est pour ça que je disais, ils souffrent pareil, mais Oui. les sentiments ne sont pas les mêmes, les jugements portés sur eux ne sont pas les mêmes et du coup la manière de le retranscrire et de s'exprimer n'est pas la même. Mmh. C'est extrêmement, extrêmement intéressant. Alors du coup, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que tu penses que finalement, se connaître soi-même, se respecter soi-même est une manière de respecter en fait les autres, que ça soit qu'on soit harcelé ou harceleur d'ailleurs? Ouais. Je prends l'exemple de mon fils. Lui ne se faisait pas respecter, il ne se respectait pas. Par contre, il avait un respect profond pour les autres, une empathie, une bonté profonde, innée. Il ne sait juste pas ce que c'est qu'un conflit. Il ne sait pas dire une méchanceté. Il ne sait et il ne veut pas. En fait, quand je lui disais, il faut que tu te défendes, il faut que tu répondes ça, on faisait des battles de répartie. Impossible. Il me dit, maman, je ne sais pas faire. Et je le mettais dans cette incapacité. Donc, ça le renvoie encore plus à cette incapacité à gérer par lui-même. Donc, c'était très difficile cette première période où pour moi, ça semblait tellement évident et puis j'avais envie d'intervenir. Surtout pas. Si j'ai vraiment ce conseil-là à donner aux parents, c'est en aucun cas résoudre le problème à la place de l'enfant. Par contre, lui apporter cette écoute et trouver quelqu'un, si vous n'avez pas ces billes-là, trouver quelqu'un, un thérapeute, un coach qui saura aider l'enfant à se défendre et lui donner confiance en ses capacités, avec sa manière de faire. Mais vous pouvez pas obliger un enfant à avoir de la répartie ou à se défendre si ce Mmh. n'est pas dans sa Dans sa nature personnalité, et sa dans sa nature. personnalité, bien Exactement. sûr, clairement. Par contre, est-ce que effectivement, il y a des, victimes, donc là, je vais, par exemple, prendre l'exemple de mon deuxième fils qui, lui, est plutôt débrouillard et qui a aussi été embêté à l'école, donc je ne parle pas de harcèlement là. Lui, clairement, effectivement, quand on lui manque de respect, sa première réaction va être l'attaque et donc il va manquer de respect aux autres et quand on va en parler, il va être exactement ce que je t'expliquais tout à l'heure. «Mais tu te rends compte? C'est injustice, mais c'est complètement injuste, mais tu te rends compte ce qu'il m'a fait?» et cetera et cetera. Donc il y a les 2 cas sont possibles. Ce que je veux dire, c'est que, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur l'amour de soi pour une victime. Parce qu'un harceleur, ça va être un travail différent. Ça va plutôt être de l'ordre de: «Je t'écoute, tu existes, tu es important».
Génial. J'imagine que tu te bases sur toutes les techniques que tu peux avoir pour accompagner les parents sur des techniques qui sont éprouvées déjà et déjà utilisées. Qu'est-ce que tu utilises un peu comme principe ou comme technique? Alors, j'utilise énormément d'outils et de techniques dont tu parlais, que j'adapte en fait en fonction de la situation. Donc, il y a à la fois des outils, des méthodes que j'ai appris dans le cadre de ma formation en parentalité. Donc, par exemple, j'ai des jeux de cartes, besoins et émotions pour aider l'enfant à exprimer ce qu'il a ressenti ou ce qu'il ressentait. Je vais également m'appuyer effectivement sur les techniques qui sont éprouvées. J'aimerais te parler de 3 outils en fait clés qui, en tout cas moi, m'apportent énormément au travers de mes ateliers avec les parents. La première, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspirée pour mon enfant, qui m'a vraiment bien aidée à comprendre ce dont on a parlé juste avant. C'est le docteur Philippe Haïm, c'est un pédopsychiatre et lui, il s'est spécialisé dans les techniques de répartie en faveur des enfants, victimes de harcèlement. Ok. Donc il a vraiment réussi à, parler à ces enfants-là, ces enfants qui, comme mon fils, ne veulent pas se battre. Donc le docteur Philippe Haïm a développé en fait une technique de répartie à destination des enfants vulnérables, des enfants victimes de harcèlement. L'idée, c'est de montrer que quand on est dans l'attaque, quand on est dans la répartie, dans l'attaque et qu'on répond: «Ouais, toi-même», ça ne peut qu'engendrer une autre insulte. Le problème, c'est que le harceleur est beaucoup plus fort que la victime. Donc c'est un jeu sans fin et nous souffrons en tant que victime. Alors, et ça correspond à la victime qui n'aime pas, comme je te le disais, dire de méchanceté ou être dans l'attaque. Dire: «Ouais, c'est vrai que là, c'est pas terrible». En acceptant ça, mais aujourd'hui, c'est pas terrible. Tu as le droit de penser que ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas terrible tous les jours. Tu pas intelligent. Ouais, c'est vrai que là, ce que je viens de dire, c'était pas forcément, mais tu as le droit de penser ça. Ça ne veut pas dire que je le suis et ça rejoint d'ailleurs les accords Toltec. Bien sûr, c'est éviter de mettre des étiquettes, quoi. Et de se mettre des étiquettes. Ou de prendre pour argent comptant ce qui nous est dit et Oui. pour se protéger. Éviter de se dire: «C'est pas parce qu'on me dit que je suis pas intelligente, que vraiment je suis pas intelligente». Exactement. C'est très, très intéressant. Le deuxième outil, c'est le jeu des 3 figures de Serge Tisseron. Serge Tisseron est connu pour son livre sur 3, 6, 9, 12, la gestion des écrans. Eh bien, il a également fait le jeu des 3 figures. C'est des jeux de rôle que je vais faire à l'école, par exemple, donc plus avec des groupes d'enfants, où on endosse le rôle. Donc je vais demander à la maîtresse de me signifier qui est dans un exemple, qui est plutôt harceleur, qui est plutôt victime, et je vais prendre les autres élèves en témoins. Et je vais inverser les rôles. Je vais demander au harceleur exprès de prendre le rôle de la victime et la victime de prendre le rôle du harceleur. C'est très intéressant ce qui se joue là parce qu'on se rend tellement compte que la victime ne pourrait pas. C'est contre nature de prendre ce rôle de harceleur. Il va rigoler, être gêné, être plutôt sympa. Et par contre, ça va provoquer d'énormes prises de conscience. En tout cas, moi, j'ai pu voir des enfants harceleurs dans le rôle d'harceleur positionnés en victime, vraiment se dire: «Ah ouais, mais je pensais pas en fait que c'était, je pensais pas qu'il aurait aussi mal, c'était pour rire en fait». Et c'est pour rire, alors là, je pourrais en faire un podcast à part. Ouais, Rien n'est pour rire. Le troisième outil, voilà, ce sont les accords Toltec que vous pouvez trouver sur internet. Moi, ça m'a énormément aidé pour, mes enfants, pour leur donner confiance en eux et l'estime d'eux-mêmes. Ce sont 4 principes, alors maintenant il y en a 5 d'ailleurs, ce sont 4 principes qui permettent de se protéger des attaques des autres. Donc, alors le premier accord Toltec: choisis tes mots avec prudence, car ils sont aussi puissants que des armes. Le deuxième: que les autres croient ce qu'ils veulent. Toi, tu sais ce qui est vrai. Troisième: cherche toujours à savoir plutôt qu'à croire, et tu trouveras la vérité. Et enfin, fais de ton mieux jour après jour. Apprends à t'écouter, à te respecter. merveilleux. Et ça, c'est génial. Une petite vidéo sur internet où il y a une analogie avec le chevalier. Ils adorent. Mes enfants, ils adorent. Ils le regardent encore maintenant. Mmh. Ah ouais, d'accord, génial, génial. J'ai jamais fait de podcast encore sur les accords Toltec que j'aime bien d'ailleurs. Je les ai lus il y a quelque temps avec vraiment beaucoup d'intérêt. Ça me donne des idées. Donc, Ouais. les auditeurs, vous pouvez être sûrs que vous allez vite retrouver un podcast sur ce thème-là. Allez, je change de regard. On va passer à la deuxième partie de notre interview à propos donc des questions sur le bonheur. Donc, Priscille, la première question, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton quotidien? Alors, forcément, c'est l'amélioration en premier, c'est l'amélioration des relations avec mes enfants. Moi, je dirais que c'est vraiment ça. Pour moi, c'est magique. Alors, comme je disais, je répare encore, hein, ce que j'ai abîmé, mais voilà, pour moi, c'est ça qui est magique.
Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, en fait, je peux pas garder ça pour moi. C'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire mon métier. Et justement, donc c'est mon deuxième point. Qu'est-ce qui me rend heureuse dans mon quotidien? Mais c'est mon métier de cœur, en fait. J'avais un métier avant, comme on l'a dit, mais c'est mon métier de cœur. C'est celui qui donne du sens à ma vie. Et le fait de contribuer au quotidien à l'épanouissement des relations familiales, bah, je me sens utile et ça me provoque, en fait, un bonheur immense. Vraiment. J'aimerais que les auditeurs puissent te voir parce que quand tu as dit que ton métier de cœur, mais vraiment ton visage, c'est juste mais illuminé. C'est juste Ouais. incroyable. Donc vraiment, on sent que ça vient de loin, ça vient des tripes. Tu y crois, t'en es convaincu et tu le vis. C'est merveilleux, merveilleux. Ouais, j'ai des papillons dans le ventre, hein. Tu vois, j'aurais jamais dit ça il y a 5 ans, mais j'ai des papillons dans le ventre en le disant. Ouais, génial. Notre deuxième question, une valeur humaine qui te rend heureuse. Je l'ai découverte il y a pas si longtemps que ça, c'est l'authenticité. Je l'avais bien enfouie en moi et j'ai appris à l'apprivoiser. Encore une fois, on m'a plutôt appris à pas me montrer telle que j'étais, qu'il fallait se mettre, j'appelle ça le poker face. Il faut se montrer forte face à une société qui est dure. Surtout pas se montrer vulnérable, tel que l'on est. Vivons heureux, vivons cachés. Bref, toutes ces injonctions. Eh bien, voilà, donc c'est cette valeur-là que j'honore aujourd'hui tous les jours et je me suis d'ailleurs, entourée de personnes de plus en plus authentiques autour de moi en honorant cette valeur-là et en je la vis chaque jour, hein, et du coup, je suis plus alignée avec qui je suis. Notre troisième question, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse. Waouh, c'est chaud! Partout dans toutes les sphères, mais je vais axer sur le professionnel. J'ai animé le 3 février dernier ma première conférence dans une médiathèque, la médiathèque de ma commune, donc ça m'était cher. Et j'avais 2 papas, j'avais 2 grands-mères. Donc déjà ça, c'était gagné pour moi de pas avoir que des femmes. Il y avait 25 personnes inscrites. Non mais j'étais, heureuse que ce sujet anime autant, donc sur des clés pour une vie de famille apaisée. Et pourquoi j'ai été heureuse? C'est que j'ai vu des sourires et j'ai vu à la fin les mamans qui parlaient entre elles, les mamans qui sont venues me voir pour me dire: «Oh là là, mais j'ai eu une prise de conscience. Ah mais en fait, mais je me suis tellement identifiée dans l'histoire de Sophie, dans l'histoire de Clara». Bon, je donne des noms, des prénoms, factices et de voir en fait les partages, les témoignages, je me suis dit: «Je sais pourquoi je fais ce métier». Et question suivante, quel est ton secret pour être heureuse? Ah, alors j'ai pas un secret, j'ai beaucoup d'ingrédients. Ils sont différents, je pense. Il n'y a pas un secret qui est valable. Ils sont différents selon, les individus, en fonction de notre vécu, on l'a dit, notre éducation, notre entourage. Alors ce que j'ai identifié pour moi, mon premier secret, c'est mon travail d'introspection que j'ai entamé il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans et ma formation, de parentalité créative. Donc ça, c'est vraiment mon secret de bien-être. Je crois que c'est Thomas d'Anzembourg qui disait également, je m'inspire beaucoup de cet homme-là, qui disait: «Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est sa propre guérison». Waouh, super. Tellement. Le deuxième secret, c'est de jouer avec mes enfants. Alors incroyable, moi je ne jouais pas ou plutôt je jouais, mais de manière mécanique et je ne savais pas jouer. Je me suis reconnectée à l'envie de jouer et je m'amuse. J'ai retrouvé on parle d'enfant intérieur, alors, moi c'était un terme qui était absolument inconnu, au bataillon, il y a 5 ans, mais je me suis reconnectée, voilà, à mon âme d'enfant. Génial. Et enfin, quelque chose aussi de nouveau pour moi, mais mon secret qui m'apporte énormément, c'est de passer du temps en pleine nature. Je me suis, d'ailleurs, créé une hebdo rando, donc tous les lundis matins, je marche avec un groupe d'entrepreneuses, hein, donc j'ai monté un petit groupe, celles qui peuvent, elles me rejoignent et puis on va marcher, 1 heure en forêt. Génial, trop sympa, trop sympa. Et hop, je me lance. Priscilla, raconte-nous ou dis-nous quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Rêver! Oser oser et rêver déjà. Il y a pas d'âge pour rêver et moi j'ai quand même pour ambition de changer la société. Donc ça ça c'est du rêve et j'ose. En fait, c'est je suis dans l'action. Donc en fait, non seulement c'est un rêve, mais ce rêve, je suis sûre qu'il peut devenir réalité parce que j'ose. J'ai cette audace. J'ai toujours été déterminée dans ma vie professionnelle. On m'a toujours reconnu cette qualité-là et je mesure à quel point elle est intéressante et importante dans ma, vie d'entrepreneuse. Donc je suis toujours dans l'action en me disant que le pire qui puisse m'arriver, c'est juste de devoir faire différemment pour réussir. Donc j'ai une conception de l'échec qui n'existe pas. Il y a que des expériences
dans lesquels j'apprends. Et puis un troisième synonyme, ça va être l'engagement, c'est-à-dire que c'est une cause qui me tient à cœur. À titre personnel, on en a un peu parlé avec le harcèlement, et puis il y a d'autres sujets, mais c'est vraiment le lien familial, en fait, l'engagement dans le lien familial. Dernière question en 2 minutes. Si tu as envie de proposer à nos auditeurs quelque chose, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils soient plus heureux? Plein de choses. Je pense que Une. chacun trouvera sa définition du bonheur, mais alors moi je suis très adepte des petites phrases, des citations. Alors il y en a une que j'aime bien, c'est: «Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve». C'est Antoine de Saint-Exupéry qui l'a dit. Mhm. Donc explorer, voilà, ça serait mon premier mot. Explorer, n'ayez pas peur, explorer. Ça rejoint l'audace, le rêve. Le deuxième mot ou l'astuce ce serait riez. On ne rit pas assez. Et moi, au début, mais vous savez que enfin, tu sais, vous auditeurs, j'ai fait, ce que je n'aurais jamais pensé faire, c'est un yoga du rire. Mais, il y a 5 ans, je me serais moquée des gens qui font ça. Vraiment, pour te montrer à quel point j'ai changé, je ne suis plus la même. Et c'est fou comme ça fait du bien. Donc, souvent avec les enfants, on se prend un petit sketch. Donc par exemple, il y a la conseillère d'orientation d'Alban, Ivanov qui me fait beaucoup rire. Paul Mirabel m'a fait rire. Florence Foresti qui me fait rire depuis des années. Donc ça serait mon deuxième conseil. Et enfin, partager. Partager dans le sens être en lien, parce que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé pour moi. C'est clair, bien sûr, être en lien. Et puis d'abord, de toute façon, cette émotion, ces émotions positives, elles ont envie d'être partagées, quoi qu'il Ouais. arrive, quoi qu'il arrive. C'est vraiment passionnant. Écoute, on a une tradition à Bulle de Bonheur, on termine toujours par une petite mousse, donc qui est une citation inspirante. Alors j'en ai trouvé une, je trouve, qui résume assez bien tout ce qu'on a pu échanger et qui nous vient d'un auteur américain du 19e siècle qui s'appelle Napoléon Hill et qui dit: «Les gens qui ont du succès sont ceux qui ont le plus grand respect pour eux-mêmes et pour les autres». Waouh! Et je Je trouve pourrais la que, réemprunter? évidemment, bien sûr, bien sûr. Et en fait, je trouve que, J'adore. en fait, on a tous envie de succès. Et que finalement, ce succès, c'est pas par le harcèlement qu'on va le trouver, en fin de compte, mais c'est par le respect qu'on va avoir vis-à-vis de l'autre comme vis-à-vis de soi-même. Et je trouve que Mmh. c'est l'idée, c'est véritablement de changer ce paradigme du harcèlement, de faire le pas de côté et de se dire: «Mais Ouais. non, finalement, c'est pas en enfonçant l'autre que je vais grandir et que je vais avoir plus de succès ou que je vais être davantage respecté». Absolument pas. Ouais, et alors si je peux rajouter quelque chose, c'est Bien j'ai sûr. imaginé la scène là et dire, à un enfant qui ne peut pas faire autrement pour l'instant en harcelant, c'est lui dire: «Je vois que c'est dur pour toi en ce moment, Mmh. mais sache que tu vas bientôt faire différemment. Tu vas apprendre à faire différemment. Je vois que pour l'instant c'est trop dur pour toi». Waouh! Mmh. Ça marche. Mmh. C'est génial, génial. Beh, écoute, merci beaucoup, Priscilla Merci à toi Raphaël. de ton temps C'était un et très puis, bon moment. oui. Cette manière de réfléchir à ma conception du bonheur, j'ai, vraiment adoré. Et voilà, ils transmettent ce qui a pu fonctionner pour moi et pour permettre d'aider, des parents à mieux comprendre leur enfant et savoir comment réagir. Moi, je suis ravie, c'est dans le sens de ma vie. Bon, génial. Bah, en tous les cas, vous pouvez retrouver Priscilla de Beauchère sur son site pdb-coaching.com ou sur sa page Instagram priscilla_db_coach_parental. Et ça, de toutes les manières, tout sera cross-posté avec notre compte Instagram 2 minutes de bonheur. Merci à tous pour votre écoute. Génial. Merci Priscilla. Et ben avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.